Bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cet après-midi estival, pour conclure cette 34e édition du Salon international du livre de montagne de Passy, dont le thème cette année était la vallée d'Aoste, et ce qui nous a donné l'idée donc de constituer une table ronde sur la littérature transalpine. Et la littérature transalpine est très riche cette année, avec notamment des ouvrages qui nous propulsent du tragique à l'émerveillement, avec Alexandre Duic, qui est journaliste, notamment à M. Le Monde, et Valentine Gobi, qui a reçu cette année le prix Paysage écrit, décerné par la Fascine. Le point commun entre nos deux auteurs, c'est qu'ils sont fascinés par la montagne et qu'ils nous rappellent le tragique de l'histoire, les drames qui en émaillent l'histoire, et qui émaille l'histoire de ces lieux qu'ils décrivent si bien. Donc du merveilleux spectacle au piège qui se referme sur les âmes pures, il y a une nature en mouvement et des personnages de romans qui mettent tout leur sens en éveil, subliment leurs émotions et s'élèvent vers leur destin. Valentine Gobi a publié L'île haute aux éditions Actes Sud, qui est un roman se déroulant pendant la guerre, elle nous dira tout à l'heure. Et Alexandre Duic vient de publier Avec toi, ne crains rien, aux éditions Actes Sud également. Donc le point commun de ces deux romans, c'est de se dérouler en montagne et de mettre en évidence des personnages tout à fait romanesques qui fuient un pays en guerre. C'est le cas du personnage de Valentine Gobi, ou qui disparaissent en montagne, c'est le thème du livre d'Alexandre Duic. Donc c'est un thème commun de la séparation et de la construction de ces personnages dans le temps qui est celui de la guerre. Donc Valentine Gobi a publié L'île haute. Donc l'histoire se passe à Valorcine. C'est l'histoire d'un enfant déchiré par la guerre qui se réfugie dans un village et qui trouve dans cet endroit beaucoup de solidarité et beaucoup de sources d'émerveillement face à une nature tout à fait étonnante. Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors je voudrais rebondir aussi sur le livre d'Alexandre Duic, Avec toi je ne crains rien, parce que il y a des effets miroirs qui sont vraiment étonnants. Moi j'ai lu le livre d'Alexandre après avoir publié le mien et je me suis dit c'est l'histoire d'une disparition pour ce qui relève de ton roman, Alexandre. C'est l'histoire d'une apparition pour ce qui relève de mon roman, puisque dans le livre d'Alexandre, des gens disparaissent dans une crevasse, et puis dans le mien, un jeune garçon voit se révéler à lui la montagne. Il arrive de Paris et il n'a jamais pu penser l'extraordinaire altérité, splendeur, l'extraordinaire étonnement qui va le saisir quand cette montagne jaillit devant lui, alors qu'il y arrive. On est dans les années de la guerre, forcé par les circonstances de l'histoire, sous prétexte d'un asthme qui l'étouffe, et qui est en vérité une métaphore de l'asthme historique qui saisit la France à ce moment-là et qui étouffe des tas de populations qui vont être déportées. Mais c'est vraiment, en effet, l'histoire d'un émerveillement qui passe par la découverte d'une étrangeté radicale. Et dans le livre d'Alexandre, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que ce sont des gens qui sont en familiarité complète avec un paysage, avec une réalité qui les entoure et dans laquelle ils sont nés, et notamment cette femme qui va en fait, paradoxalement, découvrir une première fois parce qu'elle n'est jamais montée en montagne. Et j'ai trouvé des très beaux effets de miroir en fait entre nos deux livres, parce que ce petit garçon parisien qui n'a entendu parler de la montagne que dans les manuels scolaires, qui n'a idée que d'une définition assez sèche de ce que c'est qu'être immergé dans un paysage, qui va déployer tous ses sens et qui va véritablement se métamorphoser à la fois de l'intérieur et de l'extérieur en épousant une nature et un vivant dont il n'avait pas idée, eh bien, il va en fait
de la même façon que cette femme, éprouver ce que c'est en fait que cesser d'être un spectateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce sont des personnages que la vue en fait empêche de voir autrement, voir par les oreilles, par le toucher, par les narines, par les odeurs, par le froid, par le chaud, par le minéral, tout ce qui en fait est tenu à distance à la fois par la vie urbaine et peut-être aussi par la vie de village qui retient les femmes dans l'espace domestique. Voilà, donc j'ai été très sensible en fait à ces allers-retours, et oui, c'est donc l'histoire d'un jeune garçon qui va tenir la guerre à distance grâce à cette montagne qui l'accueille, dans laquelle il va trouver refuge, mais plus qu'un refuge, véritablement un appui pour passer de l'enfance à l'adolescence et trouver de lui des formes, des sentiments, des sensations qu'il ignorait. C'est donc un roman initiatique qui suit les 3 saisons de la montagne, l'hiver, le printemps et l'été. Et en miroir de ces saisons, il va apprendre à se déplier. Cet enfant est séparé de ses parents, hein, bien entendu, puisqu'il a fui Paris où il était recherché par les occupants, mais il trouve refuge dans ce village où il apprend à s'émerveiller de la nature et où il est accueilli avec beaucoup d'affection par des villageois. Le problème est un peu différent dans le livre d'Alexandre Nuit, qui se passe au même moment, pendant la guerre, où 4 enfants sont séparés de leurs parents. Donc, là encore, le drame de la séparation. Les parents sont partis en montagne et ne reviennent pas. En revanche, les enfants sont disloqués comme une portée sont dispersés comme une portée de chiots, pour reprendre l'expression de Alexandre, et leurs destins sont tout à fait différents, puisqu'ils ne cessent de subir des humiliations et des tracasseries en tout genre. Et donc c'est tout à fait différent, c'est le drame d'une séparation et d'un deuil impossible, puisque comme on ne retrouve pas les parents, leur deuil est un peu contesté. Merci. Bonjour à toutes et tous, et merci à vous deux. Merci Valentine. Juste avant de répondre à la remarque de Michel, pour vous expliquer un peu les choses, la tambouille, quand on commence à écrire un livre, quand on se met d'accord en fait avec la maison d'édition sur le principe d'écrire le livre, sans savoir que le livre un jour existera ou pas. Valentine et moi avons la même éditrice chez Actes Sud, et cette personne, quand elle m'a dit « Ok, écris ton texte, et en fait, on verra bien si ça fait un livre ou pas », elle m'a dit « D'abord, tu vas le lire, et tu vas lire 2-3 livres ». Et dans les 2-3 livres, il y avait L'île haute de Valentine, que je n'avais pas lu. Et pour moi, ça a été presque un piège, en fait. Parce que j'ai tellement aimé ce livre. À la fois, il m'a appris des choses sur comment parler de la montagne, et comment décrire la montagne, et je m'en suis inspiré dans mon propre texte. Mais comme on l'a dit, en fait, nos 2 histoires sont séparées par le col des Montées, en fait. Donc Valentine à Valenciennes et moi du côté de Savièse, donc juste de l'autre côté. Enfin, quand vous êtes à Martigny, après vous allez à Sion, et une fois que vous êtes à Sion, sur la gauche, vous montez, là c'est le village de Savièse, où s'est passée la vraie histoire et où j'ai aussi ancré mon texte. Et on est effectivement à la même période, on est pendant la guerre, sauf que pour Valentine, il y a l'occupant ici, et que moi on est en Suisse, et que donc la Suisse est neutre, et donc épargnée, même si la guerre est présente, mais elle est présente de façon beaucoup plus lancinante, et elle est aux frontières, elle n'est pas dans le pays en fait. Et nos 2 histoires sont effectivement beaucoup en miroir, et avec effectivement ce qu'a dit Valentine, d'un côté une apparition et pour moi une disparition. Pour moi, ce qu'il y a aussi, c'est que au départ je m'inspire d'une histoire vraie, cette histoire a vraiment existé, donc ce couple est vraiment parti en montagne le 15 août 1942 pour aller voir les vaches. Il y avait 16 heures de marche et 2500 mètres de dénivelé. Lui faisait ce parcours très souvent. Elle, on ne saura jamais pourquoi. Ce jour-là, c'est la première fois qu'elle vient avec lui. Donc j'ai inventé dans le livre pourquoi elle vient. Moi, j'avais aussi un problème qui était de ne pas rester trop collé à la vraie histoire, au vrai fait divers. Puisque ce couple, on va le retrouver très longtemps après. Et il fallait que je puisse en faire un roman. Donc c'est ça aussi que j'avais comme difficulté.
Et en fait, en lisant aussi Valentine, j'ai aussi vu certaines scènes. Il y a une scène terrible de la plume sur le chapeau du soldat italien. Ah, cette scène, elle est terrible, cette scène. Elle est tellement cinématographique en plus. Et donc ça m'a aidé aussi, moi, à écrire des scènes. Parce que moi, j'en suis beaucoup plus modestement à un deuxième roman, donc il fallait aussi que je trouve la capacité à inventer des scènes un peu cinématographiques. Et là, je les ai trouvées aussi. Et ça me fait plaisir d'en parler avec vous parce que en Suisse, l'histoire avait fait grand bruit, un peu moins en France. Et comme l'a dit Michel, moi je vais aussi raconter l'histoire d'un couple qui se crée, qui va avoir dans la vraie histoire 7 enfants. Ce couple disparaît du jour au lendemain. Et les 7 enfants, donc moi je n'en ai mis que 4 dans mon livre, vont devoir apprendre à vivre seuls. Et comme l'a dit Michel, dispersés. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1942, personne ne va penser à s'en occuper. Donc toi tu vas là, toi tu vas chez la tante, toi tu vas chez l'oncle, toi tu vas chez une voisine. Et ils vont, au-delà de perdre leurs parents, ils vont aussi perdre leurs frères et sœurs. Et ils vont devoir quand même grandir, faire leur vie, survivre à ça, et avec une capacité de résilience incroyable, avec en plus, comme l'a dit Michel aussi, le grand point d'interrogation de la disparition. J'ai voulu pour conclure vraiment insister là-dessus. C'est pas la mort, c'est pas le deuil, c'est le point d'interrogation. Ils sont où? Il s'est passé quoi? Et est-ce que dans le village, la rumeur qui dit qu'ils sont partis à l'étranger refaire leur vie et qu'ils nous ont abandonnés est vraie ou fausse? Et ces enfants, devenus adultes, ont dû grandir aussi avec ça, en fait. Avec la malveillance des villageois qui accusaient les parents d'être partis refaire leur vie, d'avoir jeté leurs dettes dans le glacier, quand en fait, ils avaient eu un accident de montagne. Voilà, pour ces enfants grandissent sans leurs parents, sous les ricanements, les humiliations des autres, et sans amour et sans affection. Ce qui est un peu différent donc, dans le livre de Valentine, où son personnage est bien accueilli par justement ses parents adoptifs, on peut dire comme ça, qui vont vraiment le choyer et vraiment lui apprendre la montagne, et lui écrire le paysage. Je viens de noter en écoutant Alexandre de quoi répondre tout de suite d'ailleurs à cette remarque. Je me disais que les personnages d'Alexandre font l'expérience du vide après le plein, et puis moi c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire que il est dans une séparation qui pourrait sembler très très douloureuse, arraché du jour au lendemain à ses parents qui habitent à Paris, et il arrive dans une planète totalement inconnue, passant ce col. Il y a à la fois évidemment toute la maïeutique, le vocabulaire de la matrice et l'expérience possible d'une renaissance, mais on est d'abord dans un exil et un arrachement. Ça pourrait être l'histoire d'une forme de deuil en fait, et pas du tout. Ce qui arrive, et c'est certainement la grâce, le miracle de l'enfance aussi, c'est que le temps présent, l'ici et maintenant, absorbe tellement en fait l'enfant qui n'est pas un être encore de l'avenir, il ne l'est que dans le regard des adultes. Pour lui-même, il est là, présent à la seconde et à l'endroit où il est, si bien que le passé reflue très vite, et que comme il est en effet accueilli sans condition, par des gens qui ne posent aucune question et qui font simplement être des médiateurs de la plus petite fille à l'homme le plus âgé, des médiateurs entre ce garçon, ce paysage, et pas seulement ce paysage, mais sa culture, les gestes de la montagne, eh bien, immédiatement, c'est le plein, en fait, qui va jaillir. C'est une expérience extrêmement heureuse et non pas du tout une expérience d'arrachement. Ce qui va d'ailleurs faire travailler en lui une forme de culpabilité, parce qu'il est évidemment inquiet pour sa famille restée à Paris. Il n'a que 12 ans et il ne mesure pas du tout l'ampleur en fait de la tragédie qui les guette, non seulement parce qu'il est jeune, mais également parce que la fin de l'histoire n'est pas encore là, que nous en savons beaucoup plus sur les risques réels qu'il encourt que lui-même en ce mois de janvier 1943, où les grandes rafles en fait n'ont pas encore eu lieu. Il n'est pas conscient en fait de ce que c'est que la déportation. Donc oui, il y a eu la rafle du Vel-d'Hiv, mais c'est un juif français. Ils se sentent probablement encore un peu à l'écart du grand mouvement de rafle. Son père a fui, mais il arrive en fait avec une conscience assez distante en fait
des risques qu'il prend. Nous savons, moi en tant qu'autrice et le lecteur certainement également, ce qu'il risque réellement. Donc il va en fait arriver dans un lieu où on ne lui pose aucune question sur son identité et où on le considère comme un élément en fait parmi d'autres de la montagne. C'est donc vraiment l'expérience d'une plénitude qu'il va faire, qui fait entrer dans sa vie des images, des sons, des odeurs, des expériences, des gestes collectifs qui ne pouvaient absolument pas se figurer et qui vont prendre la place en fait de ce qui manque. Si bien que finalement la réflexion qu'il a lui-même, ce sentiment un peu diffus de la déloyauté, de la rupture, parce qu'il reçoit très peu de nouvelles de ses parents, évidemment, puisqu'il est censé être caché, mais aussi parce que le désir ne s'en fait pas tellement ressentir. On est aussi dans une époque où les enfants sont quelquefois mis en pension à l'âge de 4 ans, 5 ans et ne voient pas leurs parents sauf aux grandes vacances ou à Noël. Donc il ne faut pas non plus plaquer sur la réalité de l'époque, évidemment, des douleurs qui nous paraîtraient peut-être insurmontables aujourd'hui. Ne pas revoir ses parents pendant 2 ans. Il y en a eu à Valorcine, des jeunes gens qui ont été coincés pendant la guerre. J'ai interrogé un monsieur qui est décédé aujourd'hui, Roger, qui a été coincé pendant la guerre à Valorcine et qui y est resté. Et ça n'a rien à voir avec son identité. Il se trouve qu'il ne pouvait pas revenir. Donc, il est resté chez sa grand-mère. Il n'a pas vu ses parents, son père, pendant très longtemps. Donc voilà, il y a vraiment l'expérience au contraire d'une plénitude, et moi qui ai beaucoup écrit autour de la Deuxième Guerre mondiale, sur des problématiques d'arrachement, de blessures, sur la déportation, sur les violences de masse, en fait, c'était presque l'idée d'opérer un contrepoint. Le livre que j'ai écrit avant et qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale se situe dans un camp de concentration à Ravensbrück en Allemagne, et c'est comment toutes ces femmes à qui sont arrachées ce qu'elles possèdent vont arriver avec des moyens très pauvres à essayer de reconstruire une petite société dans ce camp de concentration d'Ravensbrück. Et là, c'est au contraire comment tout va être donné à celui qui a tout perdu sans tout à fait le comprendre. Voilà, donc il y a vraiment un accueil humain très très chaleureux et qui, comme dans beaucoup de villages de montagne, fait la place à l'autre, à l'étranger, mais aussi au fuyard ou à celui qui est perdu sans poser de questions. Le héros de Valentine s'éveille à la vie et à l'environnement qui l'entoure, à la beauté du site. Et vraiment, sous la plume de Valentine, il y a une esthétique de la description des lieux et des situations qui bien valu le prix paysage écrit de la Facine. Et c'est très rassurant. Et en revanche, les personnages d'Alexandre, notamment ses enfants, ont le cœur qui s'épuise dans la longueur du temps. Parce que, et ça, c'est au lieu, ils se déconstruisent quelque part, parce qu'ils sont frappés d'obsession, de rancœur, d'incertitude, de résignation, et pour eux, c'est vraiment un deuil impossible. Alors, ça a longtemps été, et puis après, plus. Là, je vous parle de l'histoire vraie. Donc en fait, en 2017, en juillet, on a retrouvé les corps des 2 parents sur le glacier des Diablerets à 3000 mètres d'altitude à peu près. Et donc il restait, dans la vraie vie, dans la vraie histoire, il y avait 7 enfants. Moi j'en ai ramené à 4 pour les besoins de mon roman. Et sur les 7 enfants, 5 étaient décédés, les 5 garçons. Et les 2 filles étaient toujours en vie, elles avaient autour de 80 ans, 85 ans. Et ces 2 femmes ont enterré leurs parents qui avaient 120 ans. Ce qui n'arrive normalement jamais. Et les 2 n'ont pas du tout vécu l'annonce de la découverte des corps de leurs parents de la même façon, et ni le fait de pouvoir enfin passer aux phases de deuil habituelles que sont l'enterrement, aller se recueillir au cimetière, etc. La plus âgée, elle avait 13 ans au moment où les parents ont disparu, elle est devenue une maman de substitution, jusqu'au moment où la fratrie a explosé et on les a répartis à droite et à gauche. Et elle a vécu la découverte des corps comme un deuxième deuil. Et cette dame, je l'avais rencontrée à l'époque pour un reportage que j'avais écrit dans Le Monde, et elle pleurait tout le temps. Et elle était submergée par un deuxième chagrin, en fait. La petite sœur, elle,
qui est toujours en vie aujourd'hui, c'est la dernière, parce que la grande sœur est décédée. Et je la revois la semaine prochaine, parce qu'on fait parfois des conférences en Suisse, et elle vient souvent avec moi sur scène. Cette dame, aujourd'hui, elle a 87 ans. Elle est en pleine forme, elle pète le feu. Et le jour de l'enterrement, elle a imposé à tout le monde de venir habillé en blanc. Parce qu'elle nous a dit, j'ai tellement porté le noir quand j'étais petite fille, j'ai porté le deuil pendant 4 ans, je crois, que je peux plus, comme elle dit joliment, je ne peux plus voir le noir en peinture. Et donc, pour elle, c'était le plus beau jour de sa vie, en fait, qu'on retrouve les parents, parce qu'on allait pouvoir faire tout le cérémonial de l'enterrement, aller au cimetière, etc. Mais surtout, ça mettait fin à la rumeur. Et ça prouvait à tous ces médisants qui, encore il y a 7 ans, prétendaient que les parents avaient abandonné les enfants, étaient de mauvais parents. En réalité, ben, ça prouvait à tous ces gens-là que c'était faux. Ces parents n'étaient pas du tout de mauvais parents. Et dans le livre, j'ai aussi voulu raconter... ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans le livre de Valentine, c'est qu'il n'y a pas de méchants. Et c'est vrai, il n'y a pas de salauds. Et les Allemands qui roulent quand même. Voilà, ils sont de côté du col, et il y a les Allemands. Mais dans les habitants de Valorcine, elle aurait pu inventer, parfois dans les films ou les livres, il y a toujours la figure du salopard, du traître, la personne. Là, il n'y en a pas. Et j'ai trouvé ça très bienveillant et apaisant. Et moi, du coup, ça m'a aussi inspiré en fait dans mon texte. Certes, il y a ces méchantes personnes qui vont colporter ces rumeurs, mais je ne leur donne pas vraiment de visage, je ne leur donne pas d'identité, ils sont là, mais je ne leur donne pas plus d'importance que ça. Par contre, dans la première partie du livre, je décris un couple très aimant, qui s'adore, qui s'aime et qui vit une vraie histoire d'amour et de famille, et où il n'y a pas un nuage entre eux, et voilà, comme ça peut arriver dans la vie. Et dans la deuxième partie, quand ils ne sont plus là, oui, les enfants, comme l'a dit Michel, vivent un deuil impossible. Et oui, c'est une quête obsessionnelle pour certains d'entre eux, pas pour tous. Mais ils n'arrivent pas à faire le deuil parce qu'ils veulent retrouver leurs parents. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Et je connais une ou deux personnes à qui est arrivée une disparition dans leur vie. Quelqu'un qui un jour ne rentre pas. Et c'est un cauchemar parce que vous ne pouvez pas répondre aux questions des gens. Je connais notamment une dame à qui c'est arrivé pour son conjoint. Et elle ne sait jamais quel verbe employer. Elle est partie, disparue, mort... Et c'est jamais en fait. Et eux, il y a de ça en fait. Mais ils vont quand même y arriver. Et ils vont quand même réussir à avoir des vies d'adultes, des métiers, des vies de famille, des enfants. Et ils vont réussir à, tant bien que mal, pas tous de la même façon, certains plus ou moins bien, mais ils vont quand même réussir à se reconstruire et à faire avec. En fait. Et c'est aussi là-dessus que j'ai voulu insister. Ce qui est frappant dans ces deux romans, c'est le style et l'aspect narratif et l'inspiration. En ce qui concerne le livre de Valentine Gobi, je veux dire, il y a une description, je dirais pas lyrique de la montagne, mais une description assez idéale. Et on pense à Giono, éventuellement. Et puis dans le livre de Alexandre, on pense davantage à Ramu, avec une montagne qui fait peur, une montagne un peu obsédante, une grande peur qui couvre. Et je fais ce clin d'œil parce qu'on devait faire on a pris la place des amis de Giono et des amis de Ramu. Et donc c'était pour leur dire qu'on pensait bien à eux et qu'on les faisait patienter. Mais je pense qu'effectivement, c'est assez frappant, enfin, cette distinction. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Fabrice. Oui, bonjour. Oui, parce que ce que je voudrais dire par rapport à ces références à Giono, à Ramuse et à ces deux livres contemporains, ce qui me frappe, c'est, disons, pour juste prendre une perspective un peu plus générale et un peu de recul par rapport à ça, et sans vouloir faire la publicité du prix, effectivement, que nous avons créé à la fondation dont je m'occupe, la Fondation Fascine, qui est un prix qui s'appelle Paysage écrit. Ce qui m'intéressait, c'était, et ce que je trouve passionnant dans ces livres, mais pas seulement dans ces livres-ci, c'est précisément ce qu'on peut appeler le traitement du paysage. C'est-à-dire qu'on est ici au Salon du Livre de Montagne, et je me suis toujours interrogé sur ce que pouvait signifier cette expression même de livre de montagne. On voit bien ce que ça peut avoir d'informatif ou de documentaire. Le livre de montagne, c'est un livre
qui peut parler de la montagne, qui peut raconter la montagne, qui peut évoquer des exploits qui ont été faits par les alpinistes par exemple. Mais il me semble qu'un livre de montagne, c'est d'abord un livre avant d'être un livre de montagne. La montagne, c'est un des éléments thématiques, constitutifs, possibles d'un livre et d'un roman, puisque le domaine dont on parle ici, c'est plutôt celui du roman. Mais ça peut être un élément essentiel, mais c'est un élément qui ne suffit pas à la définition du livre. Et ce qui est beau quand un livre est réussi, parce que savoir en quoi un livre est réussi, c'est évidemment une question en soi qui est assez problématique, mais si le livre est réussi pour le lecteur ou la lectrice, c'est, me semble-t-il, et si c'est un livre où il est question de la montagne, c'est précisément parce que la montagne devient quelque chose comme un enjeu intérieur, et un enjeu intérieur qui se joue dans l'écriture même. Ce qui est un peu l'expérience qu'on peut faire quand on vit à la montagne, ou aux abords de la montagne, quand on la connaît un peu, quand on l'a un peu pratiqué, même si ça n'est pas du tout à un niveau sportif, il me semble, c'est cette dimension qui est difficile de circonscrire, mais cette dimension existentielle. Et la montagne dit quelque chose de nous, autant que nous en disons quelque chose. Et dans ce rapport compliqué, qui est aussi qui est à la fois un rapport esthétique et presque, je pourrais dire, une sorte de rapport métaphysique, hein, la montagne est un peu, pour le dire une formule un peu trop facile, autant que la mer, la montagne est peut-être le miroir de l'âme. Et je trouve que, j'en reviens à ça, les livres réussis, qu'ils traitent directement ou indirectement de la montagne, sont des livres où précisément l'écriture réussit à faire passer quelque chose de ces miroitements de l'âme. Et je crois que voilà, ce que je veux dire simplement par rapport à ça, c'est que nos expériences de lecture, puisque je fais aussi un peu profession de lecteur pour le monde, nos expériences de lecture, elles se jouent dans quelque chose dans une expérience qui est l'expérience partagée à travers l'écriture de ce qui est ce qu'on devine l'âme de l'écrivain ou de l'écrivaine. Et quand on a affaire à des écrivains comme ici, je pense qu'on peut mesurer à la fois cette difficulté et cette beauté de l'âme à l'horizon, si on peut dire comme ça. Merci Fabrice. Dans le livre de Valentine Gobi, la montagne est manifestement protectrice, hein, et les montagnards donc, sont d'une grande bonté et on est transcendé par l'état du lieu, où se mesure la simplicité et le sens de la vie qui s'écoule et qui vraiment évolue dans le sens de la rédemption et dans le sens du bonheur de ce personnage. Alors que dans le livre d'Alexandre Duyck, la montagne est tragique, on l'a dit, et elle entretient son mystère et elle est suspecte de l'enlèvement des parents, avec une demande de rançon qui est inacceptable, qui est le chagrin de tous ces innocents qui laissent derrière. Alors je dirais qu'il y a plutôt, je pense qu'il y a les deux dans le livre. On est dans un univers de montagne, au sens où on est dans un village de moyenne montagne, qui existe donc vraiment, qui est au milieu des vignes, au-dessus de Sion, et on est dans un univers montagnard traditionnel qui ressemble un peu à ce qu'on peut connaître ici ou dans le massif des Aravis en fait. Et avec une montagne elle n'est pas jugée par les habitants, elle est là, et ils sont là, et ils vivent au milieu d'elle, comme on vivrait au bord de la mer en fait. Et elle leur donne aussi à manger, elle permet aux bêtes de se nourrir. Alors elle n'est pas du tout un terrain de jeu, elle est une présence et elle est un environnement dans lequel l'homme s'adapte et s'installe, et qu'il n'exploite assez peu à l'époque. Après, effectivement,
elle est aussi un lieu de liberté, c'est-à-dire que, ça je l'ai un peu imaginé, mon héros, Joseph, il va donc souvent voir les bêtes qui sont loin, donc je vous ai dit à 16 heures de marche, au-delà du glacier des Diablerets, parce qu'il y a un alpage commun, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, où chacun a 3-4 vaches, et lui il est ce qu'on appelle le pasteur du troupeau en Suisse, il est le chef, donc il y va régulièrement. Et lui c'est un espace de liberté, c'est-à-dire que j'ai imaginé ça, il y va souvent aussi pour en fait être seul en montagne, être tranquille en fait. Et puis, elle, pourquoi elle n'y va pas? Parce qu'on est quand même en 1940 et que les mentalités 40-42 et que la femme doit rester en bas avec les enfants. C'est un peu aussi bête que ça. Et à un moment, elle va en avoir marre de ça. Et donc là aussi, on est dans une montagne de liberté et d'évasion et de transcendance en fait. Et après, comme l'a dit Michel, comme ils vont disparaître en montagne, elle va devenir effectivement le lieu de mort, comme la montagne peut l'être aussi. Mais dans mon livre, je n'ai pas fait développer chez les enfants un sentiment de colère par rapport à la montagne, de revanche, d'animosité. C'est plus un lieu où papa et maman sont sans doute quelque part, et le glacier étant tellement gigantesque, la quête est impossible en fait. Même si l'un d'entre eux va arpenter en motoneige, qu'il va faire venir du Canada dans les années 80, tous les dimanches, en se levant à 4h du matin, le glacier pour essayer de retrouver papa et maman, ce qui est une quête impossible. Mais pour autant, les enfants, dans la vraie histoire par exemple, ça je peux vous raconter, la sœur aînée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand je l'avais rencontrée, elle m'a dit qu'elle en a voulu pendant des années à leur mère d'être partie ce jour-là, et de les avoir abandonnés entre guillemets, en disant qu'est-ce qu'elle a eu besoin d'aller avec lui et de nous laisser tous les 7. Et sa colère en fait était ciblée sur sa mère, pas sur notre père. Et finalement cette colère a été disparue avec le temps, mais la montagne, cette famille est toujours là, toujours très ancrée dans ce village-là, et de génération en génération ils sont devenus guides, et ils n'ont jamais détesté la montagne, même si elle leur a pris leurs ancêtres. Ils l'ont toujours énormément respectée, et encore aujourd'hui. Voilà. Alexandre est pris par des impératifs SNCF, donc si vous avez des questions à lui poser, vous pouvez lui en poser. Sans quoi je vais le libérer, la soeur de qui est dans son train. Et puis, voilà, je te remercie d'être venu. Et merci aussi d'avoir montré que finalement le drame de cette séparation, à l'origine de ce drame, il y a quand même peut-être un excès de confiance, parce que dans le titre, « Avec toi, je ne crains rien », eh ben, ça montre aussi que la femme de ce couple est partie en toute confiance. Et donc, comme quoi, on peut être prudent, on peut aimer la montagne, on peut être confiant et on peut être le jeu du hasard. En fait, je ne sais pas combien de temps vous restez encore tous les deux. C'est ton train. Moi j'ai encore un petit peu de temps, je peux rester encore 5 minutes avec vous. Moi, comme tu veux, si je crois que... Enfin, comment tu veux signer? Oui. D'accord, du coup je vais passer de l'autre côté pour signer quelques livres. Mais tu peux dire quelque chose quand même. Dis ce que tu as dit. Non, mais j'ai rien de spécial à dire, c'est juste pour dire que j'avais encore un petit peu de temps, parce qu'il y avait d'autres choses. Écoutez, vous retrouverez à ce moment-là Alexandre sur son stand, parce que son livre est vraiment très, très intéressant, et puis surtout il amène à réfléchir sur ce que l'on ferait si on était dans cette même situation, ou ce que feraient nos enfants si on amenait à disparaître et à partir sans laisser d'adresse, ou à mourir sans sépulture. Je pense que c'est effectivement peut-être le drame que peuvent subir certaines familles. Moi, je voudrais juste ajouter une dernière chose. Pour écrire ce livre, j'ai fait comme Valentine, je me suis beaucoup documenté. Alors moi, j'ai passé moins de temps là-bas, mais j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'anciens, des historiens locaux, etc., pour aussi comprendre cette mentalité du Valais qui est... Moi, je suis originaire d'Annecy, donc ici, ça me parle beaucoup plus, mais le Valais, c'est un peu différent. Et puis alors, c'est les Suisses, donc il ne faut pas commettre en tant que Français d'impair. Oula. Ils m'ont dit, pour un Français, vous en sentez pas mal. Et ça veut tout dire. Et par rapport à ce que vient de dire Michel, ça fait penser à une dernière chose. Une dame que j'ai rencontrée là-bas, qui est historienne amatrice, mais vraiment très, très, très pointue sur la culture et l'histoire de la région, m'a dit, j'aimerais bien que dans votre livre, vous ne jugiez pas les parents. Et elle m'a dit, en 1942, quand on part à la montagne voir les bêtes, on ne va pas faire une randonnée, on ne va pas cueillir des champignons, on ne va pas se balader, on va voir les animaux en fait.
Et les animaux sont tellement importants pour l'économie de la famille, du foyer, du village, qu'il faut faire ça. Et elle me dit, allez à deux, les deux parents en montagne pour une nuit, vous partez le matin, vous rentrez le lendemain soir. Elle m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup marqué, elle m'a dit, ça ne fait pas de vous de mauvais parents. Et il ne faudrait pas croire que ces parents ont commis une imprudence et étaient inconscients en fait. À l'époque, vous confiez vos enfants, aux voisins, à la famille, etc. Et vous revenez de toute façon le lendemain. Et il y allait tellement de fois que ça ne craint rien en fait. Et puis en fait, si. Mais ça aussi, j'ai voulu ne pas faire d'anachronisme. Aujourd'hui, on ne le ferait pas évidemment. Mais à l'époque, ça se faisait et personne n'avait trouvé à redire. C'était juste, on part et on revient demain soir, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et puis en fait, voilà. Je rappelle qu'Alexandre, lui, qui est l'auteur d'une biographie de Charles de Foucault, qu'il a publié beaucoup d'essais et qu'il a également écrit un ouvrage sur le dernier soldat tué pendant la guerre de 14, qui est un ouvrage assez émouvant et là encore fondé sur un fait divers dont il fait des romans. Très bien, écoute, merci. Et puis, n'oublie pas de composter par exemple. Merci. Voilà. Donc peut-être que Jean-Louis-Pierre pourrait nous rappeler, nous rejoindre. Bien Jean-Louis. Alexandre. Voilà. Nous sommes pris par les impératifs SNCF, donc nous accueillons Agnès Laurent, qui elle aussi est journaliste, mais journaliste à l'Express, et qui signe cette année un très beau forcément, il s'appelle Un beau jour. Donc, c'est aux éditions Récamier. Et ce roman met en scène une famille qui est frappée, elle aussi, par le tragique de l'histoire, le tragique d'une histoire. Et là encore, comme souvent dans les romans, il faut un thème, et le thème de la séparation est au premier lieu. Mais ce qui frappe dans ce roman, c'est la façon dont peuvent survivre ceux qui restent. Et on disait tout à l'heure dans une autre table ronde on parlait de la belle mort des jeunes gens morts au combat et que de la vie sombre de ceux qui restaient. Et je pense que c'est le thème du livre d'Agnès Laurent. Oui, alors bonjour à tous. Donc vous allez peut-être être frappés par les similitudes de mon livre avec celui d'Alexandre. Alors pour être tout à fait honnête, le point de départ de mon livre est un article que j'avais lu, qui n'était pas d'Alexandre, mais qui était d'un autre journaliste, sur le fait qu'Alexandre a traité. Et il parlait tout à l'heure de l'enterrement, et j'avais été frappée par le propos d'une des filles, justement, lors de cet enterrement, qui disait, qui parlait de ses parents comme une petite fille, alors qu'elle avait plus de 80 ans. Et je m'étais dit, c'est incroyable quand même comment on peut rester ancré à un moment de sa vie, parce qu'il y a eu un drame. Et donc c'est ce thème-là que j'ai eu envie d'exploiter. Donc après, les romans sont très différents, c'est-à-dire que moi j'ai totalement fictionné, c'est-à-dire que je ne connaissais pas ces gens, donc j'avais pas envie de faire semblant de raconter leur vie, alors que je ne les connaissais pas. Et donc c'est vraiment, moi, c'est pure fiction, et je l'ai déplacé du coup aux années 70, parce que c'était aussi une période que j'avais envie d'exploiter, et jusqu'à nos jours. Donc en fait, l'autre différence, c'est que moi je me suis concentrée sur les enfants. Je ne raconte pas la vie des parents, je raconte vraiment la vie des 4 enfants. C'est rigolo parce qu'on a choisi le même nombre d'enfants au final. Voilà. Et donc 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, qui ont entre 2 et 14 ans au moment de la disparition des parents. Et donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on vivait, comment on grandissait, comment on devenait adulte, comment on fondait soi-même une famille en ne sachant pas ce qui était arrivé à ses parents. Et donc c'est pour ça que aussi j'ai écrit le livre sur 50 ans, parce que je voulais vraiment avoir tous les épisodes de la vie, des épisodes qui paraissent un peu idiots ou absurdes, mais qui sont un mariage par exemple. Un mariage, c'est terrible quand on ne sait pas où sont les parents, le vide apparaît tout d'un coup, ressurgit. Et donc ça, c'était la première thématique qui m'intéressait beaucoup, et la seconde, c'était la fratrie. Parce que la fratrie, ce sont des relations quand même très particulières. On est soudés pour la vie, et en même temps, peut-être que si on n'était pas frères et sœurs, on ne serait pas amis. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier dans la fratrie.
Et donc j'avais envie de voir comment, dans des circonstances aussi extraordinaires, la fratrie réagissait, s'entraider, mais aussi se déchirer. Voilà. La montagne est omniprésente hein, dans ce roman et elle est à la fois violente, obsédante et elle conditionne à la fois la vie et la façon de se reconstruire des différents enfants. Certains la rejettent, d'autres la recherchent, d'autres veulent absolument y accomplir leur destin. Chacun accomplit sa vie comme il l'entend. Oui, comme il peut, surtout. C'est-à-dire qu'après cet événement fondateur de leur vie, effectivement, certains vont s'en éloigner, mais jamais vraiment complètement. C'est-à-dire qu'ils continuent à revenir, ils continuent à penser à ce lieu qui est détenteur en fait, du mystère de leur vie en fait, et du secret de leur vie, là où sont leurs parents. D'autres, au contraire, s'y ancrent de manière très profonde, y compris en guide. Donc il y a vraiment des réactions très différentes à l'égard de la montagne, mais ils sont tous ancrés dans ce milieu et en fait, ils n'arrivent pas à s'en détacher. Et ils espèrent qu'un jour, la montagne leur fournira la clé du mystère. Ce côté obsédant de la montagne, ça peut évoquer Ramu, non? Ça marche. Oui. Donc tu posais la question de l'imaginaire et de réalité, c'est ça le point de départ de la réflexion. Alors en ce qui concerne Ramu, bon, les réponses peuvent être différentes selon les romans. Mais ce qui est très important, c'est de voir que Ramu garde un cadre vraisemblable, avec des transpositions, des changements, donc ça lui sert de cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, il se donne absolument toute liberté. Alors non seulement en liberté par rapport à une éventuelle description, mais ce n'est pas du tout l'objectif de Ramu. L'important pour lui, c'est un contact absolument intime avec la montagne. Et là, je rejoins totalement les propos de Fabrice Gabriel sur le rapport entre l'écrivain et la montagne, lien extrêmement complexe. Alors, pour en dire deux mots concernant Ramu, Ramu découvre la Valais en 1907-1908. C'est un citoyen. Et il est totalement touché, totalement bouleversé par cette connaissance du Valais. Et en particulier par rapport à la montagne, dont il avait une vague connaissance. Il n'y a pas un Suisse qui n'a pas une vague connaissance de la montagne quand même, mais il la connaissait très mal. Et il va entrer dans une connaissance approfondie de la montagne grâce à son ami peintre, Albert Muret, qui a construit un chalet à Lens. Et donc, ce qui le frappe, la première chose qui le frappe, c'est de dire, mais ce pays, il est terrible, il est double. C'est la première réflexion qu'il fait dans son journal, c'est un pays double, avec la beauté et la brutalité. Donc un monde double. Et à partir de là, je voudrais continuer sur le rapport de l'écrivain. Pourquoi la montagne est-elle, à mon sens, tellement réussie, je dis bien la montagne entre guillemets, par rapport à l'œuvre de Ramu, je pense à Terborance, la grande peur dans la montagne, si le soleil n'en venait pas, c'est qu'en fait, la montagne est un miroir. C'est un miroir dans lequel Ramu se lit. Et tous les grands thèmes, tous les grands schèmes intimes de l'écrivain, positifs et négatifs, et les schèmes profonds, il les lit dans la montagne. Donc la montagne est un motif, si on veut, mais c'est une reconnaissance, c'est un véritable double. Je parlais de la notion de double, qui hante Ramu. Alors la montagne, c'est le pays du double. Hein. Il partait cette réflexion, la beauté, mais aussi la dureté. Alors dans un roman comme par exemple Terborance, qui à mon sens est le chef-d'œuvre de Ramu, vous verrez développer toute cette thématique du double en permanence. Alors vous avez un des personnages d'Iole, la montagne elle est belle, elle est méchante. Oui, elle est méchante, parce
créé la tragédie, la mort, etc. Mais en même temps, elle est belle. Et en même temps, vous trouverez dans le livre la vie et la mort. Et c'est pas d'une originalité folle que chacun ressent les choses. Enfin, Rabu, ils sont faits de façon extrêmement aiguë. Il a écrit un récit qui s'appelle Présence de la mort. Et en même temps, une envie de vivre passionnée. Autre grand schème, celui de la séparation. Et là encore, une des grandes idées de Rabu, quand il est confronté à la montagne, c'est de dire à quel point la montagne est l'espace de la séparation, des séparations. Alors, séparation entre le haut et le bas, la montagne, séparation d'un village à l'autre, d'un côté du col à un autre côté du col. Par exemple, dans la séparation des races, c'est l'opposition de villages, un village francophone, et de l'autre côté du col, un village germanophone. Mais la séparation, elle peut se faire à l'intérieur même du même endroit. Si je pense, vous voyez, si le soleil n'en venait pas, ça se passe dans un village de Saint-Martin. C'est un village du Valais, lequel il s'était promené avec son ami Maurice Vermaten en 1936. Et là, il est très frappé par ce village, et ce village, il va le dédoubler. Au mépris total de la vérité géographique, et plus que cela même. Il crée un village de Saint-Martin d'en bas, et un village de Saint-Martin d'en haut. Et ils disent qu'il y a une aberration totale, que, à un moment de l'année, il y a un vieux rebouteux qui fait croire que le soleil ne va pas revenir. Parce que, janvier est atroce, il y a de la brume, des brouillards, et donc le rebouteux fait courir ce bruit. Et il dit, ah bah oui, mais la vie est heureuse dans le village d'en bas. Saint-Martin d'en bas, ce qui est totalement contraire à la vérité, parce que le village de Saint-Martin d'en haut, il a toujours le soleil. Et s'il y a une partie de vallée qui ne reçoit pas le soleil, c'est bien celle qui est au fond de la vallée. Vous voyez comment Ramu, là, se joue de toute vérité. Donc, je disais, ces grands thèmes du double, le grand thème de la séparation. Bon, mais il y a encore d'autres chaînes extrêmement importantes par rapport au niveau de l'espace, de jeu de l'espace. Bon, disons, l'espace de liberté aussi, dans Farinet et la fausse monnaie, l'histoire du faux monnayeur, et là, la montagne est, par excellence, l'espace de la liberté. Le personnage perdra la vie, mais il préfère perdre la vie et garder, avoir gardé le plus longtemps possible l'idée de liberté. Donc, vous voyez que tous ces éléments, comment ensuite, la nouvelle étape qui fait l'écrivain, c'est le travail sur la langue. Comment la langue va essayer, dans la phrase, dans un jeu de reprise, de répétition, d'essayer de faire comprendre la démarche du montagnard. Et Ramu disait, moi, ce qui m'a frappé, c'est la démarche du paysan, la démarche du montagnard. Et dit, le montagnard, il est toujours tiré en arrière, et il a ce sens de la gravité. Et là, il se moque parfois un petit peu des écrivains légers. Si vous pardonnez une rapide relecture d'un passage. Nous n'avons pas d'écrivains légers autour de cette table. Non. Je déborde. Non, pas du tout, mais je disais qu'on n'avait pas d'écrivains légers autour de cette table et qu'on avait des écrivains au contraire. Ah non, mais là, je ne sais pas des écrivains non, mais c'était légers son temps. C'était plaisant. Alors, il disait ceci. Le montagnard rassure son pied à chaque pas, de manière, etc. Il dit la démarche de l'homme change quand on est là-haut et c'est le signe de quelque chose de profond. Et il se voit que certains écrivains qui se disent hommes de lettres et qui n'ont pas cette réflexion profonde, car cette gravité, c'est en même temps le poids de la tragédie et de l'extrême dureté de la vie en montagne. Donc merci Jean-Louis pour vraiment cette exégèse de l'œuvre de Rabu. Et je voudrais rebondir sur le fait que ce thème de la séparation
entraîne celui de la mort invisible pour les enfants, et que effectivement le gros problème, c'est pour eux de pouvoir se reconstruire d'une façon différente en fonction de leur personnalité. Tout à fait. Donc, effectivement, j'ai essayé de ne pas être caricatural sur chacun des personnages, donc au fil de leur vie, ils évoluent également. Mais c'est vrai que chacun va être imprégné par cette disparition et par ce mystère. Alors, par exemple, il y a la question de comment on élève ses enfants. C'est-à-dire qu'il y a une des filles qui va ultra protéger sa fille, qui ne va pas la laisser partir, qui va pas... Et sa fille se révolte contre ça et lui dit « j'en peux plus, j'en peux plus ». Et la mère lui répond « mais tu ne sais pas ce que c'est de ne pas avoir de parents ». Et elle dit et la fille lui répond mais c'est pas, enfin, je m'en fiche, en fait, c'est pas mon problème. Et en fait, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'était les répercussions sur la 3e génération, parce qu'ils n'ont pas connu les grands-parents, mais ils sont marqués également par cette histoire. Et en fait, cette séparation, ce mystère qui plane sur la famille imprègne tout le monde. Les garçons, les filles, les petits, les grands. Et c'est quelque chose que je disais tout à l'heure, je parlais tout à l'heure du mariage, mais en fait, en permanence, ça ressurgit dans leur vie à tout moment. Quand ils vont à l'école, ils font une boîte. Il y a une des filles qui fait une boîte. La maîtresse leur demande de faire une boîte pour la fête des mères, donc elle la décore, etc. Et la gamine la laisse dans la classe, et l'institutrice lui court après, lui dit « mais non, mais n'oublie pas ». Et elle dit « mais je n'ai personne à qui l'offrir ». Et l'institutrice insiste, elle lui dit « mais si, prends-la, tu l'offriras à ta tante qui l'héberge, enfin qui l'élève en fait ». Et en fait, l'enfant n'a pas envie d'offrir sa tante, elle ne veut pas de cette boîte, et elle la laisse partir dans la rivière. Enfin, voilà. Et donc, en fait, c'est toute une série de petits détails sur toute la vie, jusqu'à la fin, qui marquent cette séparation, cette blessure. Et effectivement, j'avoue que je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question qui était, pour moi, c'était un peu comme un deuil. Et en fait, non, c'est pas un deuil, parce qu'on ne fait jamais le deuil tant qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. On se pose toujours la question de savoir ce qui s'est passé. Et on espère toujours, en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que pendant 50 ans, on espère que peut-être il s'est passé quelque chose d'un peu miraculeux qui ferait que, il serait pas mort, en fait. Et c'est absurde, parce que, évidemment, 50 ans après, ça paraît improbable qu'un couple... mais on y croit. On y croit, et on continue de chercher, et on explore, et on monte en montagne, Enfin, on monte en montagne, pardon, c'est un pléonasme. Excusez-moi, il fait un peu chaud, je suis fatiguée. Voilà, et on continue la quête sous une forme ou sous une autre. Par exemple, il y en a qui vont aller, qui vont grimper, qui vont chercher, qui vont explorer, et qu'il y a une trace identifiée en montagne, ils partent, ils se disent peut-être que c'est eux, etc. Et puis parfois ça ressurgit d'une autre manière. Il y a une des filles, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire du sous-marin qui avait coulé au large de Toulon, dont on a retrouvé les traces il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Et quand elle lit un article là-dessus, elle se dit, en fait, ils ont de la chance, ils savent ce qui est arrivé à leur famille. En fait, c'est pas vraiment une chance, hein, mais pour cette fille, c'est une chance. Et donc, en fait, la quête se poursuit en permanence. Il y a souvent des tentations de tourner la page, mais souvent ces tentations sont vaines, parce qu'il y a toujours une espérance, quelque part, une espérance de retrouver les parents, peut-être si l'acier fonde suffisamment, peut-être une espérance de retrouver les parents à la fin de la guerre. Il y a toujours éventuellement un espoir, non, aussi. Avec un micro. Je pense que c'est pas du tout la quête de mon personnage. Il a un père qui a disparu parce qu'il est parti sans révéler l'endroit où il allait se cacher. Probablement ne le sait-il pas lui-même. Il y a une mère qui est quelque part, mais qui commence à envoyer des lettres d'une autre adresse. Donc de toute façon, il y a aussi l'idée d'une dispersion dans l'espace. Moi, j'ai écouté un roman qui avait pour cœur vraiment la disparition, c'est-à-dire un corps qui s'en va et qui ne revient pas, qui s'appelle Banquise. C'est l'histoire d'une femme qui part sur la banquise au Groenland et qui n'est jamais revenue avec l'avion du retour qu'elle avait réservé. Elle a 21 ans et sa famille, toute sa vie, va attendre en fait ce retour. Et l'absence est une masse, est un volume. Ça n'est pas du tout un vide en fait. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que tu as construit ton roman aussi. C'est l'idée que l'absence, en fait, ça construit les autres. C'est-à-dire que celui qui est parti n'est même plus tout à fait la seule
n'est même pas l'intérêt de ces romans-là, c'est comment une entité, un groupe, un collectif, moi j'avais mis en relation le monde des Inuits au Groenland qui disparaît avec la fonte de la banquise, et puis cette famille qui se déstructure parce qu'il y a un espace central qui tout d'un coup est fait de vide, mais qui écrase chacun et qui somme les identités individuelles et collectives à se reconstruire le groupe, à se former autrement. Je pense que c'est la problématique vraiment de ton livre. Moi, dans mon livre, c'est l'histoire d'un individu, en fait, qui part et qui, au contraire, fonctionne par agglomérat, addition. C'est-à-dire qu'il est enrichi par toutes ces présences qui vont s'additionner à sa propre existence, si bien que, de fait, cette absence qu'il ressent forcément, puisqu'il n'a que 12 ans, qu'il est arraché du jour au lendemain à sa famille, cette absence-là est un peu diluée dans ce cadeau qui lui est fait de devenir plus grand que lui-même, mais à travers les autres, mais à travers l'altérité, mais à travers l'étrangeté et la beauté de ses propres expériences. Je crois qu'en tout cas, ce qui est important, c'est que l'absence n'est pas un vide. C'est d'une certaine manière quelque chose qui est bien plus massif que la présence de ceux qui étaient bien vivants et qui écrasent sur son passage les uns et les autres. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire que peut-être que si les parents étaient restés, effectivement, ils auraient construit leur vie comme n'importe qui et ils ne se seraient pas posé cette question. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se répercute, y compris sur les petits-enfants qui sont marqués par cette histoire. Et là où je rejoins Valentine, c'est qu'effectivement, toi, ton personnage additionne des identités et voilà, tu finis par être plus grand, comme tu dis, que ce qui était au départ. Et donc, je pense qu'on est dans des récits assez différents de ce point de vue-là. Mais voilà, après, l'absence émotionnellement reste très forte, y compris dans ton livre. Dans le roman d'Agnès Laurent, paru aux éditions Récamier, une jeune maison d'édition très prometteuse, à Paris. Et le problème est celui du temps long. Je veux dire, la famille évolue sur de très longues années. Et cela suppose donc une description vraiment clinique de tous les comportements et de toutes les attitudes des personnages. Et ça, c'est très bien rendu dans ce roman. Leur psychisme se modifie au fil du temps, avec toujours cette quête plus ou moins aboutie. Merci. Effectivement, la question était... Moi, je voulais vraiment être sur le temps, parce que c'est ça qui m'avait frappée, que j'avais envie de raconter. Et en même temps, je ne pouvais pas faire un livre de 800 pages. Donc il fallait choisir un mode de narration. Et du coup, j'ai vraiment procédé par moments forts et par ellipses. Et alors, parfois, c'est un personnage, parfois, c'est 2, 3, 4, c'est en fonction des moments. Et donc, je fais ça parce que c'est une sorte de ronde. C'est-à-dire que j'ai essayé d'avancer par petites touches et toujours par des moments qui disent une réalité familiale, donc un repas de famille, une engueulade, voilà. Et c'est vraiment ça que j'aime aussi dans l'écriture, c'est-à-dire que moi je passe mon temps à observer, à écouter, je suis dans le train, j'entends une conversation, elle me reste, parfois 10 ans après je la réutilise, enfin, voilà, donc, et c'est ça que j'aime, c'est ces petits moments qui disent une émotion, un moment, et j'ai essayé effectivement, parce qu'il fallait qu'ils vieillissent quand même ces personnages, et c'était très important, donc il y a eu tout un travail qui n'était pas évident au départ, c'est-à-dire qu'on a tendance à les laisser dans l'enfance, et en fait non, ils deviennent adultes, donc il faut voir vieilles personnes, donc il faut vraiment les faire évoluer, y compris dans leur manière de concevoir la vie et de concevoir ce qui est arrivé à leurs parents. Et ce qui est très bien rendu, c'est l'impact sur la vie de la famille de ces enfants, sur leurs propres enfants, sur leurs conjoints. Enfin, l'obsession est telle qu'effectivement, il n'y a pas d'échappatoire possible pour les conjoints. Oui, il y en a pour personne en fait. C'est ça qui est terrible, c'est ce que disait Valentine, c'est-à-dire que ça prend tellement de place que rien d'autre n'existe malgré... il y en a une qui fait une carrière tout à fait bien, elle est partie au Havre, donc à l'autre bout de la France, vraiment, et c'est pas grave, ça revient toujours, et elle n'arrive pas à s'en débarrasser, elle s'est mariée avec des gens de la mer, mais enfin voilà, ça n'a vraiment rien à voir, et elle revient toujours à ça, et jusqu'à la fin, en fait, ça les marque. Voilà. Et si dans le livre de Valentine, la
montagne est un soutien. Dans le livre d'Agnès, la montagne reste un mystère. Un mystère qui n'est jamais élucidé et qui plane sur le village, sur ses habitants, sur les enfants, sur les revenants, sur les survivants. Enfin, c'est vraiment... Je corrige un tout petit peu, c'est-à-dire qu'à la fin, on sait ce qui s'est passé. Je tiens à le préciser parce qu'il y a des lecteurs qui détestent qu'on les laisse en suspens. Donc, si vous arrivez jusqu'à la fin du livre, vous saurez ce qui s'est passé. Mais effectivement, la montagne est vraiment la détentrice du mystère. Elle est omniprésente et puis elle joue un rôle dans la vie de certains des personnages très importants. Elle est aussi là où on s'échappe pour certains, là où on cherche, là où simplement on vit pour une des sœurs. Pour une des sœurs. Enfin voilà. Donc elle joue un rôle crucial. Et je le nomme jamais, mais on est dans la vallée de Chamonix. En tout cas, la montagne est un personnage de roman, que ce soit chez Ramu, chez Valentine Gobi, chez Agnès Laurent. Donc merci, on va te libérer parce que là encore, le contrôleur de la SNCF va siffler le départ du train. Et je pense que Gérard est là pour... Je vais rester quelques minutes pour signer. Voilà. Merci à vous d'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup de nous avoir livré ce roman vraiment foisonnant, très bien écrit, et vraiment qui nous fait réfléchir sur l'attitude que l'on aurait si on était frappé par un tel drame. Merci. Merci de votre enthousiasme, Michel. Merci, au revoir. Nous allons poursuivre notre après-midi littéraire avec la littérature transalpine, avec allant du réalisme à l'imaginaire, avec Jean-Paul Pléret qui va nous rejoindre et qui est le président des Amis de Ramu, avec Jean-Paul Pléret qui fait partie des Amis de Giono, Jean-Louis Pierre qui est le président des Amis de Ramu, Fabrice Gabriel de la FACIM, et puis Gabriel Aveonetto qui va venir tout à l'heure, et puis surtout Franco Fagiani, qui est l'auteur du livre ayant reçu le Grand Prix du Salon international du livre de montagne de Passy. Venez nous rejoindre. Voilà, donc Franco. Donc Franco Fagiani est l'auteur d'un livre, d'un roman intitulé L'inventaire des nuages. Pardon ? Alors attendez, il faut que j'ouvre la porte pour Gabriela Verneto. Voilà, si quelqu'un peut aller chercher Yannick pour qu'il ouvre la porte de derrière, ça m'arrangera. En tout cas, je vous disais, Franco Fagiani était l'auteur d'un très beau roman, L'inventaire des nuages,
qui est traduit de l'italien par Roman Lafort aux éditions Paulsen. Et Franco a reçu le Grand Prix du Salon international du livre de montagne. Et vraiment, on ne peut que l'en féliciter. Son roman est particulièrement intéressant. Il énumère au gré du vent toute une palette de couleurs qui sont la couleur des cheveux de ces femmes de la montagne piémontaise qui ont de superbes tresses que son personnage s'en va couper pour en faire le commerce sur les marchés de Piémont, pour en faire ensuite des perruques. Et c'est un métier que l'on ne connaît pas forcément, enfin moi en tout cas que j'ai découvert à la lecture de ce livre, le métier de laquier. Et c'est fondé sur une histoire réelle. C'était comme ça à l'époque. Le livre se passe pendant la guerre, en 1915, et c'est l'histoire de toute une famille qui vit justement de ce commerce des cheveux, commerce de cheveux, et qui rebondit en fonction d'un certain nombre de rencontres, en fonction d'une certaine volonté de s'ouvrir au monde et de s'attacher les services de personnes qui vont les aider au cours de leur vie. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce livre, c'est qu'au début, on a l'impression d'être dans un monde idéal où le personnage principal, le coiffeur, le laquier, va à la rencontre de ces femmes en les apprivoisant et en développant à leur égard des trésors de gentillesse, de bonté, de cadeaux, etc. Et on s'aperçoit que, en fait, dans le commerce, ce n'est pas toujours comme ça. Le commerce n'est pas un monde idéal, mais il y a dans le commerce, effectivement, des gens, des personnes qui cherchent à faire davantage de profit que le voisin. Donc, ce personnage particulier doit faire face à ses concurrents et doit diversifier ses productions, et c'est la porte ouverte à un certain nombre d'autres aventures, à une diversification de ses activités. Et cette histoire qui se passe en 1915, finalement, se retrouve être tout à fait moderne parce qu'elle traduit ce que doit être finalement les fondements d'une activité commerciale. Donc on est vraiment dans le réalisme, et on découvre au cours de ce roman que les ruses des uns et des autres. Et bon, je ne veux pas dévoiler les secrets du livre, mais il est évident que la bonté, la gentillesse, l'empathie peuvent être des qualités intrinsèques aux personnages, aux personnes que l'on rencontre, mais cela peut être aussi une ruse. On peut feindre d'être empathique, on peut feindre d'être bon, on peut feindre d'être ouvert à l'autre, parce que, et finalement, c'est rationnel, et cela sert à nos propres intérêts. Donc, c'est tout l'intérêt du livre et sa qualité, c'est de montrer qu'une société peut se construire sur de bonnes idées, sur de bonnes intentions, mais une société peut aussi se détruire par un excès de dissimulation ou de mensonge ou de violence dans les propos. Et il n'y a jamais d'acte gratuit, et la vie n'est jamais pavée de bonnes intentions. Il y a toujours un intérêt quelque part, mais ce qui est réconfortant, c'est de voir que le héros de Franco reste fidèle aux promesses de son baptême. Il reste finalement quelqu'un de très gentil, hein, et de très ouvert sur les autres. Et ça, c'est assez réconfortant. Franco Fabiani fait vraiment l'éloge aussi du commerce et du nomadisme que cela suppose, mais d'un nomadisme salutaire qui invite à découvrir l'univers et surtout à découvrir d'autres univers que le sien, à les habiter, à les apprécier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il propose une utopie raisonnable,
qui est fondée sur la bonté et la confiance, le savoir-faire, le savoir-être. Alors, est-ce que c'est un vœu pieux? Est-ce que c'est une espérance? À certains chapitres, on s'aperçoit qu'il ne faut pas être trop naïf. À d'autres chapitres, et surtout à la fin, on s'aperçoit finalement que c'est une bonne école de vie. Peut-être pas l'école des Dolomites dont on a parlé hier, mais enfin une école dont on peut s'inspirer pour mieux vivre et mieux vivre ensemble. Donc finalement, c'est une description de la montagne qui est une description réaliste, qui n'est pas tragique, qui n'est pas obsédante, mais qui est quelque part réconfortante et surtout très instructive parce qu'elle permet de mettre en valeur un métier oublié ou un métier méconnu qui était celui de vaquier, hein, et qui, j'espère, peut être un métier d'avenir. Hein. Et donc, si vous avez les uns et les autres des tresses à couper, des cheveux un peu trop longs, eh ben, une seule adresse, Franco Fagiani, vous vous adressez aux éditions Paul Sec, vous téléphonez à Lorraine, et effectivement, vous pourrez gagner quelques guides et améliorer l'état de votre pouvoir d'achat. Voilà, en tout cas, félicitations hein, pour ce très beau livre. Je ne sais pas si je l'ai bien. Vous avez quelque chose à. Vous pouvez rajouter quelque chose? Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de la montagne dans son côté rédempteur ou dans son côté obsédant. On a beaucoup parlé de Ramu et du côté tragique que son œuvre détaillait. Là encore, en ce qui Ramu était donc l'auteur du Suisse, auteur du et il n'y a jamais eu de passerelle entre la Suisse, entre Ramu et l'Italie. Non, pas de passerelle directe entre Ramu et l'Italie. Non, je ne vois pas de. Bon. Il y en a un au niveau romanesque qui est par rapport au personnage de Farinet, puisque Farinet vient de la vallée d'Ost. Mais le personnage de Farinet, qui est originaire de la vallée d'Ost, en fait, traverse toutes les frontières. Même, on n'en est pas sûr. Il fait donc, c'est un faux monnayeur, qui fabrique des pièces d'or, enfin on lui fait croire que ces pièces sont totalement en or, et il se réfugie, il est poursuivi évidemment par la gendarmerie, d'un côté comme de l'autre, il se réfugie dans les grottes, il serait même, on n'en est pas tellement sûr, hein, il aurait même travaillé de la vallée de Chamonix, hein, il y a une grotte qui est dite à Farinet. Bon, c'est des gens ou autres. Enfin, c'est un lien quand même avec l'Italie, puisque le personnage est originaire du Val d'Ost, et ensuite, bon, il s'installe dans le Valais, et il sera poursuivi jusqu'à être abattu dans les gorges de la Saëns, près de Sion. Donc, voilà, au niveau littéraire. Bon, pour le reste, en ce qui concerne la montagne tragique, bon, c'est vrai que la montagne chez Ramu est souvent tragique, mais Ramu est peu, je vais dire, assez peu romancier. C'est surtout un écrivain. Vous voyez, l'Herborance, qui sont son plus beau livre, il l'intitule Récit. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une continuité de l'action, ce sont des moments particuliers. Et le rapport du personnage avec la mort et avec la montagne est au fond le vécu d'une collectivité. Il y a l'éboulement. Hein, l'Herborance, c'est un alpage sous les diablerets. Et Ramu va utiliser aussi le nom des diablerets, bon, pour les légendes, etc. Et au XVIIIe siècle, en 1714 et 1749, il y a eu deux éboulements terribles qui ont rayé complètement l'alpage, qui ont coupé le torrent, qui ont fait un petit lac, et il y aurait une légende de la survie d'un montagnard. Et donc, ils réagissent, si vous voulez, ces montagnards qui sont habitués à la vie rude, ils réagissent en tant que tels. C'est-à-dire, ils savent que la montagne est la plus forte. Donc, ils courbent les chines, c'est terrible.
il y a eu des dizaines de morts, les troupeaux, etc., anéantis. Solidarité, les mondes paysans, et puis on repart avec cette obstination qui finira par rétablir l'image dans le livre, de l'arbre, une branche à casser dans une cicatrice. Et donc le personnage d'Antoine, qui est un des bergers, qui aurait survécu, et n'arrive pas à accepter la mort, l'ensevelissement de celui qui était son père spirituel, avec lequel il partageait la vie de l'alpha. Donc il part, il ressuscite, enfin, il renaît de l'éboulement, et il va partir comme un fou, avec une espèce de pelle, une vague pioche, pour essayer de retrouver son père. Il ne le retrouve pas, évidemment, des amas considérables de roches et de rochers. Et en fait, c'est là que dans cet ouvrage, ce n'est pas toujours le cas chez Ramu, il y a une fin relativement heureuse. Il a une jeune femme, et cette jeune femme vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Et cette jeune femme va courir derrière lui jusqu'à l'alpage, jusqu'à l'éboulement, et arriver à faire en sorte qu'il accepte les choses, qu'il accepte de redescendre, et qu'il accepte un nouveau la vie. Donc, vous voyez, c'est une fin relativement heureuse dans ce récit d'une tragédie qui n'est pas du tout le cas dans La Grande Peur dans la montagne. La Grande Peur dans la montagne se termine par une énumération de tous ceux qui sont morts. C'est une fin terrifiante. Dans un autre livre de montagne que j'évoquais tout à l'heure, Si le soleil ne revenait pas, c'est à nouveau une jeune femme qui monte sur la montagne et qui dit que le soleil est toujours là, que le soleil va revenir et que l'espérance doit revenir dans le village. Donc il y a, oui, chez Ramu, à la fois, et c'est en ça que, d'abord, c'est le chef-d'œuvre, c'est qu'il y a les deux. Il y a à la fois la vie, la mort, la dureté, la beauté, et toute cette déclinaison de ce monde double, cette vision profonde, intime, qui est celle de Ramu. Voilà, donc nous revenons maintenant en Italie, et donc je vais donner la parole à Franco Fagiani, qui va nous dire un petit mot sur son livre et sur la façon dont il l'a construit. Buongiorno, grazie dell'accoglienza, grazie del premio. Il libro è un fatto reale che supera la fantasia. No? Tutte le storie sono fantastiche, ma tutti i miei libri prendono origine da delle storie vere. Alors, il vous remercie pour le prix que vous lui avez décerné, et il dit que son livre, c'est une histoire de fiction, mais qui prend appui sur un fait réel. Toutes les histoires sont fictionnelles, mais elles ont un point de départ dans la réalité. Questo libro nasce per caso, come tutti i miei libri, ed è nato dopo aver visitato questo piccolo museo dei raccoglitori di capelli, che è l'unico al mondo, che si trova a Elva, che è un paese a 1600 metri dalla Valmaira, dove ci sono meno di 100 abitanti divisi in 28 frazioni. Però il museo c'è ed è l'unico al mondo ed è pieno di documenti, fotografie, immagini di questo particolare mestiere. Son livre prend le nez de la visite à un musée qui se trouve dans un petit village à Elva, dans la Valmaira, qui est l'une des vallées occitanes du Piémont, dans la province de Cuneo, et qui a un petit village avec, je ne sais plus combien, moins de 100 habitants, donc, et qui sont départagés en 28 hameaux. Ce n'est pas un gros village, mais il y a ce musée qui est né de la volonté populaire, j'imagine, et qui recueille des documents, des témoignages de ce métier, de ces gens qui parcouraient les vallées pour collecter des cheveux de femmes. Questi capelli che venivano raccolti dal 1700 al 1960
soprattutto alle origini, quindi nel 1900, venivano portati in Francia per essere poi venduti a chi costruisce parrucche, e attraverso degli itinerari segreti che nessuno doveva conoscere per non farsi rapinare dal prezioso carico. E quindi noi abbiamo percorso, per rendere il libro reale, tutto questo percorso a piedi. Siamo partiti dall'Italia, siamo andati a Saint Paul, Dubai, da lì a Barcelonette, Embrun. 3 giorni per fare questo viaggio con les tracciati segreti che sono esposti nel museo. Alors, ce métier est né au XVIIIe siècle et il a poursuivi, ces gens ont poursuivi leurs activités jusqu'au XXe siècle, 1960. Dal 1700 al 1960. 1960. Et les gens qui collectaient ces cheveux allaient les vendre en France. Et ils parcouraient des itinéraires secrets parce qu'ils avaient peur qu'on vole ce qu'il avait collecté, que les autres, que les concurrents volent ce qu'il avait collecté. Et donc les itinéraires qu'ils parcouraient n'étaient pas dévoilés. Et pour écrire le livre, M. Fadjani a parcouru l'un de ces itinéraires pour bien s'imprégner de l'histoire, du travail, de la fatigue que cela demandait pour faire ce travail. Et les cheveux qui étaient collectés, qui étaient recolletés, étaient vendus en France pour faire des perruques. Tout l'art de... Naturalmente è un libro molto articolato di formazione, sono storie di famiglie, di povertà, di ricchezza, di guerra, cioè non bisogna confondere questo libro con un libro sugli antichi mestieri, insomma, della montagna, anche se sono la parte più curiosa. Ouais. Il ne faut pas confondre cette histoire, qui est l'histoire d'un métier un peu particulier, mais cette histoire est le fil rouge pour raconter des histoires de famille, des histoires d'une population, d'un style de vie, pour reconstruire toute une réalité que ces personnages-là, qui étaient itinérants, qui étaient des colporteurs, étaient en mesure de connaître, de rencontrer. Et je voulais ajouter que c'était un éloge des gens sans importance, hein, qui subliment leur talent et vont les exercer ailleurs pour justement diffuser leur savoir-faire et diversifier leurs attività. C'est très réussi. Se posso aggiungere delle 2 curiosità, questa ho scoperto dopo aver scritto il libro, e questa raccolta dei capelli si faceva anche nel sud Italia, ma con usi completamente diversi. In Calabria, in regione del sud, questi capelli venivano raccolti non per le parrucche ma per fare le capigliature delle Madonne, delle processioni. Più erano ricche, più erano belle le capigliature e più la processione aveva valore. E invece un'altra usanza molto particolare, a Palermo venivano usati i capelli per essere intrecciati con le corde delle navi, perché essendo resistenti al sale le corde erano molto più forti. Alors, une particularité de ce métier que M. Fadjani a découvert après avoir écrit le roman, c'est que cette activité se faisait aussi dans d'autres parties d'Italie, dans le sud notamment, en Calabre, mais là, les cheveux étaient recueillis pour coiffer les statues des Vierges qu'on amenait en procession. Et plus la coiffure était importante, plus la coiffure était belle, et plus la statue de la Vierge avait de l'importance pour la population. Et en Sicile, par contre, même activité, même savoir-faire, mais les cheveux étaient utilisés pour faire des cordes pour les bateaux. Parce que les cheveux résistent mieux à l'eau salée, et donc les cordes étaient plus fortes, plus résistantes. Je précise que la traduction simultanée est assurée par Gabriela Verdetto. Gabriela Verdetto,
qui s'intéresse particulièrement à la littérature pour les enfants et qui est l'auteur, la co-auteur de ce livre, La vie en refuge, qui a été récompensé cette année par l'un des prix décernés par le Rotary voilà, au Salon de Passy. Donc vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce livre qui s'adresse aux enfants et qui s'adresse peut-être aux chiens. Et là je m'adresse à Sans Souci, là, qui vient d'arriver parmi nous. Maintenant, où il est Sans Souci? Voilà. Voilà. Donc il a trouvé un refuge vraiment de choix. Bah oui, le protagoniste du livre, c'est mon chien. On m'entend pas? Alors, attendez. Là. Merci. Donc le protagoniste du livre, c'est mon chien, Dor, que vous voyez en couverture, mais à l'intérieur, il y a des vraies photos du chien. Et après, je vous explique pourquoi. Et donc, qui est un personnage médiateur, hein, qui intervient chez les enfants pour leur faire aimer la montagne, parce que le livre naît de ça, d'une passion commune entre tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce livre. Donc, à part moi, Marina Calbolino, qui m'a fait le plaisir de m'accompagner aujourd'hui et qui est là dans la salle, et Sylvie Gerbel, qui gère un refuge, donc elle ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il est dans un refuge préparer la polenta pour les randonneurs. Et donc nous avons voulu, à travers ce livre, passer notre passion pour la montagne, pousser les enfants à découvrir la montagne, de se regarder autour d'eux, parce que la vallée d'Aoste possède les plus hautes montagnes d'Europe, elle est entourée de montagnes, mais souvent les enfants n'ont pas l'habitude de se regarder, de regarder autour d'eux, et surtout les adultes n'ont pas l'habitude de les emmener en montagne. Moi-même, quand j'ai enseigné, j'amenais mes élèves, mes lycéens en refuge, pour certains d'entre eux, c'était la découverte. Donc, et donc, voilà. Et là, c'est un livre à mi-chemin, hein, parce que la littérature jeunesse, c'est la littérature de tous les possibles. Tous les métisages sont à lui. Donc, le personnage principal, le chien Thor, est entre un personnage littéraire, finalement, parce qu'il a une dimension littéraire. Il écrit des lettres à des enfants. Il fait des considérations et des remarques sur le style de vie des humains. Il pose des questions, parce que la découverte de la montagne, la découverte de l'environnement ne se fait pas de manière transmissive, mais se fait de manière active. Hein. Les enfants doivent découvrir, Thor pose des questions et les enfants trouvent des réponses. Par exemple, je veux organiser une excursion en montagne, et quel itinéraire je dois choisir? Eh bien, si dans mon groupe, il y a une personne qui s'est cassé la jambe en montagne et il est sur fauteuil roulant, j'ai intérêt à trouver un sentier qui soit accessible pour une personne à mobilité réduite. Sinon, l'autre option, je la laisse à la maison et qu'elle se débrouille toute seule avec un bon livre. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est aussi un personnage réel. Nous avons vraiment tenu à ce que Thor reste un chien. Ce n'est pas... il y a des photos de lui, c'est un chien qui fait du sport, qui fait de la conduite de troupeau, qui fait des excursions en montagne, qui mène une vie de chien. Et ce n'est pas le petit personnage humanisé qu'on trouve parfois, avec tout le respect, là, je ne critique pas, mais des fois, dans la littérature jeunesse, on trouve des personnages qui sont plus proches des enfants parce qu'ils sont humanisés. Là, non. Et ce fait a créé un lien spécial entre le personnage et les enfants, parce qu'ils ne s'identifient pas au chien, parce que ce n'est pas un chien bébé, et c'est plutôt leur ami. C'est celui à qui ils peuvent écrire. Ils lui envoient des lettres, ils lui envoient des messages, ils lui envoient des cartes postales, et c'est vraiment un personnage qui est entré dans leur vie, au quotidien. Merci Enrico. En tout cas, je voulais ajouter que ça fait partie d'une trilogie. Oui, c'est
c'est une série de cahiers qui sont tous construits de la même manière. Donc c'est faire découvrir le territoire, faire découvrir le monde à travers ce personnage médiateur, qui est un blogueur aussi, un influenceur, je précise. Donc il a son blog, Une vie de chien, où il raconte ses aventures. Et donc le premier, c'était à la découverte de la langue française, parce qu'en Vallée d'Ost, le français est langue seconde, donc enseigné depuis la maternelle. Le deuxième était sur l'alimentation, les produits kilomètre zéro, s'intitule Du jardin à la table, de la table à la poubelle. Celui-là est né grâce à la collaboration avec l'une de mes étudiantes de l'université, Sylvie, qui gère son refus et qui a fait son mémoire de fin d'études sur ce thème. Et puis on l'a transformé en livre. Et le quatrième, c'est la raison pour laquelle je me suis cassé la jambe, c'est le col du Grand Saint-Bernard. Et j'étais allée au col du Grand Saint-Bernard pour prendre des photos avec mon chien, mais hélas, je suis tombée avant de pouvoir prendre des photos. Voilà, en tout cas, merci de cette évocation de ce chien. Le chien se porte très bien dans la littérature transalpine cette année, puisqu'il y a eu notre ami Sapin de Four qui a remporté un grand succès avec son odeur après la pluie. Et je pense que chez Giono, il y avait un chien inquisiteur qui feignait d'être chien chez Giono. Alors, il avait plusieurs chiens, des chats, mais il avait notamment un chien qui s'appelait Cadet. Et ce chien l'accompagnait un peu partout, allait au cinéma avec lui. Il avait sa place au cinéma de Manosque. Et comme c'était un chien assez exigeant, quand il en avait assez, il partait à l'entracte. Et il rentrait à la maison tout seul. Donc Giono était un grand ami des chats et des chiens. Est-ce que les animaux nourrissent l'imaginaire des écrivains? Fabrice, c'est un élément important dans la... Les animaux sont souvent des sources d'inspiration. Oui, alors là, c'est même plus un sujet de thèse. Voilà, il y a effectivement une tradition. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi, enfin, ce qui peut être intéressant, entre autres, dans le rapport des écrivains aux animaux, au-delà de l'anecdote biographique, qui est toujours amusante, qui peut être éclairante, c'est aussi la manière dont la relation à l'animal exprime quelque chose d'une relation au monde. C'est d'une certaine façon la même chose que pour le rapport au paysage, enfin, qui peut d'ailleurs passer par la transition de l'animal, justement, parce que le paysage ou la montagne peut être vécu avec un chien, par exemple. Mais c'est toujours... enfin, il me semble que pardon, hein, je pense que c'est une grande banalité de dire ça, mais puisqu'on s'interroge sur les relations à la montagne, on s'interroge par là, forcément, sur les relations de l'écrivain, quel qu'il soit et quelle que soit son époque, au monde. Et il me semble que ce qui définit le plus simplement un écrivain, c'est cette manière d'être en lien avec son intériorité, ce qui est un peu l'encre de son écriture, sur la même fréquence, j'ai envie de dire, que sa relation au monde. C'est-à-dire que les paysages intérieurs et les paysages extérieurs, ils sont vécus, ils sont modulés, ils sont exprimés avec quelque chose de commun dans l'expérience qu'on peut avoir de l'écriture. Et cette expérience de la relation, elle se joue aussi dans la relation avec l'animal. Voilà. Enfin, Michel, c'est très général hein, ce que je réponds à cette question, mais je crois que on peut aimer l'amour, pour le dire très simplement, on peut aimer les animaux, j'ai un chien sur mes genoux, on peut aimer la montagne de la même façon. Voilà, il y a quelque chose qui est aussi la relation à la vie et à la mort, qui est un peu le fondement finalement de toute expérience d'écriture. Les choses se rejoignent de cette manière-là. Et c'est vrai que quand on lit Giono, j'aimerais vous entendre là-dessus, je ne peux pas prendre la place de Michel mais, comme animateur, mais Giono, il est souvent perçu, et dans l'expérience de lecture qu'on peut en avoir, comme un écrivain de la vie. Enfin, c'est quelque chose d'assez frappant. Et on a parlé pas mal, les différents intervenants,
d'un certain tragique de la montagne, d'une espèce d'expérience de la mort, hein, qui s'y joue aussi, ce qui est aussi assez évident. Tous ceux qui pratiquent la montagne le savent. Alors j'aimerais que si je peux prendre la place de Michel un instant, que vous nous parliez du rapport de Giono à la mort, peut-être dans le paysage. Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez là sur Giono et la montagne, Giono a dit à plusieurs reprises qu'il était un homme de la montagne et qu'il préférait notamment la montagne à la mer, M-E-R, et que pour lui, aller en montagne, c'était s'élever, c'était quelque chose qui avait un rapport avec la pureté. Mais Giono était un grand amateur d'abîme. C'est-à-dire que dans sa représentation de la montagne, il y a à la fois ce que la montagne peut représenter d'élévation, mais en même temps ce qu'elle peut contenir de toutes les abîmes. Et au travers de son œuvre, je pense à Bataille dans la montagne en particulier, qui est un livre assez complexe, difficile à lire, mais où séjournent ces deux notions. Alors après, pour ce qui est de Jean Giono dans le rapport à la vie et la mort, ce qui est quand même compliqué, c'était quand même un grand pacifiste, il s'est même fait punir pour ça. Ça a été un grand pacifiste qui avait une horreur de la guerre et qui a écrit des essais sur lesquels il a été attaqué d'ailleurs, hein, sur la soumission, sur le fait de résister à la guerre. En même temps, il a écrit la trilogie du Hussard sur le toit, le dernier volet, c'est Le Bonheur fou. Et vous savez ce que c'est, le bonheur fou? C'est la guerre. C'est la guerre qui a lieu en Italie, où les Italiens essayaient de se débarrasser de l'envahisseur autrichien. Son propre grand-père, Jean-Baptiste, qui était Carbonaro, avait été condamné à mort, hein, pour sa révolte contre l'occupant autrichien. Mais quand même, ce qui est assez curieux et ambigu de la part de Giono, c'est d'avoir appelé un livre consacré à cette guerre qui s'appelle Le Bonheur fou. Il a écrit également un essai historique, d'ailleurs curieusement dans une collection historique, ça lui était beaucoup reproché, pourtant le livre est de qualité, c'est Le Désastre de Pavie. Et quand il parle du Désastre de Pavie, qui est quand même un livre épouvantable sur la guerre entre François Ier et Charles Quint, il parle de la jouissance qu'il a eue à parler de la mort autour de la guerre. Donc il y a quand même chez Giono cette ambiguïté, un amour de la vie extraordinaire, parce que c'est certainement ce qui domine dans le côté solaire, peut-être plus solaire d'ailleurs que Ramu, hein, sur l'existence, sur la force de la vie. Quand il écrit Grand Troupeau, qui est un très beau témoignage sur la guerre de 14, il réussit quand même ce tour de force de raconter en partie les horreurs de la guerre qu'il a vécue, mais ça se termine par la naissance d'un enfant. C'est-à-dire c'est la force de la vie. Donc Giono était certainement assez solaire et du côté des forces de vie, mais en même temps il y avait une partie de lui qu'on retrouve d'ailleurs dans la trilogie Panique quand on lit Colline, c'est cette espèce de fascination, le personnage qui met ses doigts dans le ventre d'un animal. Il y a comme ça un certain nombre de choses par rapport à la mort. Moi je pense que Giono avait quelque chose qui est d'ailleurs tout à fait dans notre humanité, de double, c'est-à-dire d'être complètement inspiré et réjoui par la vie, mais en même temps absolument talonné par la question de la mort. Alors dans la deuxième partie de son œuvre, c'est beaucoup plus net, puisqu'après les déconvenus qu'il a lus en 1939 et en 1944, quand on regarde les chroniques, la série des chroniques qu'il écrit après, il y a quand même des choses assez amères, et je pense à un livre qu'on ne lit pas assez, qui est une petite merveille, c'est Les Grands Chemins, que Giono a écrit après avoir lu Des souris et des hommes, et qui est une histoire de mort. Qui est l'histoire de deux personnages, un qui se rend compte que l'un des deux, que son compagnon est quelqu'un qui tue, qui a un goût pour la mort, et il va essayer de le sauver, et comme dans Des souris et des hommes, c'est lui qui va le mettre à mort pour qu'il échappe à la justice. Et je terminerai sur cette énigme qui est un chef-d'œuvre écrit en 51 jours, c'est Un roi sans divertissement, où il est question d'un tueur de jeunes filles, et qui tue par ennui. Hein. Alors ça, c'est une chose qu'on retrouve constamment dans l'œuvre de Giono, c'est ce qui fait que les hommes détruisent, c'est parce qu'ils s'ennuient. Et lui, je pense, au travers de son œuvre, a quand même bien lutté contre l'ennui. Merci, merci Jean-Paul pour cette brillante évocation de l'œuvre de Giono. Je voudrais signaler que dans le rapport des auteurs avec les animaux,
Il y a un auteur valdotin qui met en scène des animaux dans un climat relativement tragique. C'est Claudio Morandini, que nous aurions souhaité inviter cette année, qui n'a pas pu se déplacer, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le chien, la neige, le pied, et qui est tout à fait étonnant, parce que c'est un livre qui est d'un hyper-réalisme qui dépasse toutes les frontières possibles. Est-ce que vous souhaiteriez poser des questions à nos amis? Oui, alors Jean-Paul, on va donner à chacun la parole pour un mot de conclusion, et Jean-Paul va commencer en donnant quelques informations sur les origines italiennes de Giono. Parce que je pense que, puisque le Val d'Aoste est l'invité d'honneur aujourd'hui au Salon de Passy, c'est important de... Alors, il n'était pas valdotin d'origine. Giono était piémontais, était de Valchiocelle, c'est-à-dire un petit peu après le Val d'Aoste, en remontant vers le Gran Paradiso. Voilà, mais pour lui, c'était quelque chose de très très important et de même fondateur, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, Jean-Baptiste, son grand-père, était Carbonaro, pourchassé, condamné à mort, qui est venu se réfugier en France, qui a eu une vie d'errance, qui est mort dans des circonstances assez violentes et mystérieuses. Et son père, Jean-Antoine, qui était donc cordonnier d'abord itinérant, qui a parcouru une partie de l'Est de la France, puis il est venu se fixer un jour, pour son plus grand bonheur, à Manosque, et il a rencontré la maman de Jean Giono. C'était on peut dire un militant anarchiste révolutionnaire. Il a pleuré quand Victor Hugo est mort, il est allé à ses obsèques. Il lisait à Jean Giono Les Misérables quand il avait 5 ans. C'est assez étonnant quand même, comme livre à lire à un enfant de 5 ans. Et son père faisait 2 choses qui ont complètement marqué la vie et ses origines italiennes, justement d'exilé. C'est que son père recevait tous les réfugiés piémontais qui n'avaient pas de papier pour leur faire obtenir des papiers. Ça, c'était la première chose. Et d'autre part, il était guérisseur. Donc dans son arrière-boutique, il soignait les gens. Et il avait dit à Jean Giono, si un jour, quand tu seras un homme, tu connais l'art d'éteindre les plaies et la poésie, alors tu seras un homme. Et je pense que Giono a passé toute sa vie à essayer à la fois d'être un poète et un guérisseur. Ça ne lui a pas toujours réussi, mais c'était un des moteurs de son existence, et ses origines piémontaises jouaient un rôle extrêmement important. Il se référait très très souvent à ses origines italiennes, piémontaises. Voilà. Fabrice, un mot de conclusion sur la littérature transalpine dans son aspect réaliste. Oui, alors je peux me permettre juste très rapidement de dire un mot qui n'a pas été évoqué sur un aspect un peu institutionnel, disons, parce qu'il se trouve que dans des vies précédentes, je me suis occupé du livre français, comme on dit, à l'étranger. J'ai le bureau du livre français aux États-Unis et puis ensuite en Allemagne pendant pas mal d'années. Et donc, je me suis beaucoup intéressé aux questions d'exportation du livre français et aux questions de traduction dans les 2 sens. Alors, pas pour l'Italie, mais ce que je voulais profiter de l'occasion pour dire ici, c'est qu'il y a en France, et on peut s'en féliciter, même dans des situations de crise relative du monde de l'édition, une tradition ancienne de traduction et de traduction des livres italiens, avec des traducteurs de l'italien qui sont souvent des gens formidables et d'un extraordinaire talent. Et je pense que c'est un signe aussi de la vitalité des échanges littéraires, et si des livres comme ceux des invités ici peuvent être traduits, peuvent être lus simplement en France, c'est parce qu'il y a ce travail de fond qui continue d'être fait par les éditeurs et les traducteurs. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que la traduction, c'est aussi ce qui permet l'échange, le passage d'école, on va dire comme ça. Merci pour mon traducteur, Madame Pochny, qui est la traductrice de Conetti, et puis Romané Lafort, qui est la traductrice de Franco-Fossi. Un mot de conclusion, Jean-Louis, sur est-ce que la montagne est forcément obsédante et dangereuse, ou est-ce qu'elle peut être une source d'émerveillement quand même quelque part? Non, je suis d'accord avec l'importance de la traduction.
n'entend rien. Allô? Oui. 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 Non, je disais que ce que mes collègues viennent de dire sur les traductions est fondamental. Je pense sur un écrivain comme Ramu, qui est traduit dans une quarantaine de langues. C'est évidemment essentiel pour le faire connaître, et malgré des difficultés, parce que c'est pas facile, le métier de traducteur, c'est pas facile la diffusion, les conditions de travail de traduction sont souvent délicates aussi, et il faut effectivement saluer le travail de traduction et des traducteurs. Je ne sais pas, Giono, je pense qu'il est bien traduit aussi. Oui, dans le monde entier. Je ne sais pas en combien de langues, mais il y a très nombreuses traductions de Giono. Gabriella Viernetto se traduit elle-même, j'imagine. Français de l'italien en français, vice-versa, sinon. Je sens un traducteur, moi aussi. L'intelligence artificielle, pour le moment, ne suffit pas. Non. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit à propos de Morandini, parce que c'est intéressant la présence du chien dans ce roman, parce que c'est l'histoire d'un monsieur qui vit complètement isolé du monde, dans un univers, disons, minéral et de choses, et quand l'animal arrive, comme le chien est un animal sociable, l'oblige, en quelque sorte, à se repositionner par rapport à la relation avec l'autre. Il ne peut plus vivre dans son monde à lui et il est obligé de reprendre contact avec l'autre, ne serait-ce que par l'intermédiaire d'un chien. Ouais. C'est un roman aux odeurs de sueur et de sang, dont vous pourrez retrouver quelques notes sur le site du salon www.salondulivrepassy.com. À la rubrique notes de lecture, en cherchant un peu, vous tomberez sur la chronique que j'ai faite sur ce livre. Vraiment un livre, moi, qui m'a vraiment impressionné par sa violence, et ses odeurs. Franco, une autre conclusion avant de reprendre la route pour Milan? Merci. No, io devo dire, sono molto contento di aver abbracciato questo filone dei libri di montagna, perché riesco portare la montagna là dove non è conosciuta. I paesi dove io vendo più libri all'estero sono l'Olanda, Piatto e l'Ucraina, perché la mia montagna è positiva e loro hanno bisogno di storie positive, quindi attraverso insomma, riusciamo a far conoscere un po' la montagna anche al di là dei nostri confini alpini. E niente. Ho finito. No, ho finito. Alors, il est particulièrement content d'avoir commencé à écrire des livres sur la montagne, parce que ça lui permet d'amener la montagne chez des gens qui ne connaissent pas, qui ne la connaissent pas. Et ces livres, les pays où ces livres sont vendus le plus sont les Pays-Bas, plein pays, et l'Ukraine. Et pourquoi l'Ukraine? Parce que ces livres parlent d'une vision positive de la montagne. Et ces gens-là ont besoin de messages positifs. On ne va pas refaire le match, mais Morandini, quand je l'ai invité à venir participer à ce salon, m'a répondu qu'il lui donnait une image négative de la montagne et qu'il ne voulait pas que ça ternisse ni l'image de la vallée d'Aoste, ni l'image du salon. Mais il y a bien d'autres éléments qui ne sont pas toujours positifs. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence à tous. Merci à Fabrice d'être venu hier et d'être venu aujourd'hui. Merci à Jean-Louis pour son travail considérable sur l'œuvre de Ramu. Je vous rappelle qu'il est co-éditeur de l'œuvre de Ramu dans la Pléiade, ce qui est vraiment et qu'il a consacré toute sa carrière universitaire à s'effacer derrière l'œuvre de... Et qu'il a fait une biographie unique de Ramu qui est, je pense, en vente au stand des amis de Ramu. Jean-Paul Clairet, qui est Giono. Donc, carrément, et là encore, c'est un livre vraiment magnifique parce que d'une part, c'est très court, et d'autre part, c'est préfacé par Sylvie Giono, et c'est vraiment très, très empathique et très, très respectueux de l'homme et de l'œuvre.
Et puis Gabriela Vernetto pour sa trilogie en refuge, avec peut-être un petit pensionnaire bientôt. Voilà. Et puis Franco Fabiani pour l'inventaire des nuages, un livre vraiment époustouflant qui nous plonge dans le Piémont des années perdues, avec un métier vraiment que l'on a découvert, et peut-être que ce sera l'objet de quelques reconversions parmi nous. Voilà, merci en tout cas. Permettez-moi d'ajouter un remerciement parce que j'enseigne la littérature jeunesse et en visitant les stands du salon, j'ai pu observer l'attention que ce salon a accordée à la littérature jeunesse. Il y a plein d'ouvrages qui parlent de montagne et qui s'adressent aux jeunes. Et j'ai pris des photos, j'ai pris des livres et je montrerai ces livres à mes étudiants. Donc merci de m'avoir invité parce que c'était pour moi vraiment une découverte.